Bonjour, chers amis. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à l'évolution de la situation dans le conflit ukrainien en date du 4 décembre 2025. Ces dernières 24 heures, nous avons été témoins d'un certain nombre d'événements significatifs. Passons donc directement aux faits. Je commencerai par dire que la percée attendue ne s'est pas produite. Je rappelle le contexte. La veille s'est tenue une rencontre entre des représentants de Washington et leurs homologues russes, où figurait à l'ordre du jour la question d'un règlement pacifique du conflit sur le territoire ukrainien. Steve Witkoff, accompagné de Jared Kushner, sont arrivés à Moscou. Ils ont apporté le projet initial en 28 points présenté par les Américains il y a quelques semaines, ainsi que 4 documents supplémentaires. Ces documents ont été examinés lors d'une réunion à huis clos pendant environ 5 heures. Voyons maintenant comment les événements se sont déroulés. Brièvement, la chronologie. Witkoff et Kushner sont arrivés dans la capitale assez tôt le matin, et leur accompagnement a immédiatement été pris en charge par Kirill Dmitriev. Il leur a fait visiter Moscou, a tenu plusieurs réunions, discuté de nombreux sujets. La raison est simple. Le chef d'État russe Vladimir Poutine a pris du retard. Les raisons exactes ne sont pas claires, mais on a appris plus tard de sources que le début de la rencontre avait été décalé de 2 heures. Ce moment est assez révélateur. Il démontre que le président russe a dans son agenda de nombreuses affaires qui, par leur importance, dépassent les négociations avec les Américains concernant le règlement de la crise ukrainienne. D'ailleurs, détail intéressant. La veille, l'ambassadeur chinois est également arrivé au Kremlin. C'est précisément lui qui y était présent. Ce fait témoigne de la volonté de Pékin d'être au plus près de tout le processus de règlement et d'obtenir des informations de première main sur le stade où en sont la Russie, les États-Unis et l'Ukraine dans la résolution de ce problème. Un détail vraiment remarquable. Passons maintenant à la suite. Dmitriev a accompagné Witkoff dans la capitale, lui montrant les sites touristiques. On remarquait une certaine tension chez Steve. Peut-être la fatigue se faisait-elle déjà sentir, peut-être le désir de se reposer ou l'envie de commencer rapidement la partie officielle de la visite, compte tenu du temps limité. Il n'est pas exclu qu'un tel traitement lui était inhabituel. Cependant, la promenade dans la capitale s'est prolongée, incluant des visites de restaurants, et ce n'est que vers le soir qu'ont été diffusées des images montrant le cortège du dirigeant russe entrant sur le territoire du Kremlin. À partir de ce moment, ont effectivement débuté les négociations entre Moscou et Washington. Le dialogue a commencé, et tout au long de la soirée puis de la nuit, des informations parvenaient sur la durée des discussions. Quand la barre a approché les 5 heures, des participants des deux côtés, russes et américains, ont commencé à sortir. Witkoff ne s'est pas attardé longtemps au Kremlin. Il s'est d'abord dirigé vers l'ambassade américaine à Moscou, y est entré et, de toute évidence, a immédiatement contacté son supérieur, le président américain Donald Trump, où il a brièvement exposé la situation, les résultats des arrangements et, probablement, transmis certains messages diplomatiques. Nous reviendrons plus en détail sur cette formulation. Le plus curieux, c'est qu'immédiatement après la visite à l'ambassade, Witkoff quitte la capitale russe et s'envole. Et voici le premier détail important. Selon les informations disponibles, Witkoff s'est rendu directement sur le territoire des États-Unis. Je rappelle qu'il y avait des rumeurs, des messages, selon lesquels Zelensky attendait Witkoff sur le territoire irlandais. Il s'y était spécialement rendu, espérant intercepter Witkoff au retour et obtenir des informations de première main. D'ailleurs, cette rencontre était effectivement prévue. Néanmoins, nous observons maintenant, et recevons également des données sur le fait que Zelensky a en réalité été ignoré, la rencontre a été annulée, et Witkoff a survolé la tête du président ukrainien pour continuer plus à l'ouest. Zelensky est resté sans aucune information, et, de toute évidence, est retourné à Kiev. Détail crucial témoignant du fait que soit Witkoff n'avait rien à discuter avec Zelensky, soit ils n'ont tout simplement plus rien à se dire depuis récemment, c'est pourquoi la rencontre a été annulée et ignorée. Naturellement, côté russe également, des représentants du groupe de négociation sont sortis et ont commencé à donner certains commentaires et déclarations importants. Voyons ce qu'a dit Yuri Uchakov. Il a noté que la conversation avait été constructive, très utile et substantielle. Autrement dit, beaucoup de phrases générales sans concret. Le règlement ukrainien a été discuté en profondeur. La Russie et les États-Unis, suite à la rencontre au Kremlin, ne se sont pas éloignés de la paix.
Moscou a reçu de Washington 4 documents en plus du plan de paix initial de Trump. On en a parlé au Kremlin. Les formulations concrètes du plan n'ont pas été discutées, seulement l'essentiel. Remarque importante également, nous voyons que pendant 5 heures, on n'a même pas discuté des formulations concrètes. Juste le sens général. De quoi s'agit-il? Et qu'est-ce que cela signifie? Bon, continuons. Lors de la rencontre, la question territoriale a été abordée. Mais il n'y a pas encore de variante de compromis du plan sur l'Ukraine. Certaines propositions américaines sont acceptables pour la Russie et d'autres ne conviennent pas. Déclaration clé également, il n'y a pas encore de variante de compromis du plan sur l'Ukraine. C'est-à-dire que probablement Witkoff et la délégation américaine, quand ils sont arrivés en Russie, s'attendaient à ce que Moscou présente son plan en 28 points. Mais la Russie n'a absolument rien fourni. Ils sont venus, ont regardé, discuté purement du plan américain. Pendant 5 heures, ils ont discuté de 4 documents, puis les Américains se sont envolés pour les États-Unis. La Russie n'a absolument fourni aucun document, aucun plan à la partie américaine. Et, de toute évidence, cela a été dans une certaine mesure inattendu même pour les Américains. Poutine a donné son appréciation sur les actions destructrices des Européens dans le contexte du règlement en Ukraine. Kouchner s'est déjà impliqué il y a quelque temps dans les contacts russo-américains. Et voici une expression intéressante. Poutine a transmis à Trump par l'intermédiaire de Witkoff un salut amical et toute une série de signaux politiques importants. Il est difficile de comprendre de quoi il s'agit, mais je le répète. La veille, une rencontre avec Zelensky était prévue. Mais après la rencontre avec Poutine, la rencontre avec Zelensky a déjà été reportée ou annulée définitivement. Par conséquent, peut-être qu'une série de signaux politiques importants concernait également Zelensky lui-même. Witkoff et Kouchner ont assuré qu'ils n'iraient pas de Moscou à Kiev. C'est-à-dire qu'ils ont donné leur parole qu'ils ne diraient pas un mot à Zelensky concernant nos négociations et les positions de la Russie. Les contacts entre la Russie et les États-Unis se poursuivent. Un grand travail nous attend. Lors de la rencontre, les perspectives de coopération économique entre la Russie et les États-Unis ont été discutées. La possibilité d'une rencontre entre Poutine et Trump dépend du travail au niveau des assistants et des ministères des Affaires étrangères. C'est-à-dire que nous voyons que rien de particulier. La Russie a lu en général la proposition de l'Union européenne. De toute évidence, ils ont peut-être même ri de certaines propositions de certains politiciens européens, regardé les corrections de la partie ukrainienne, et en substance, ont renvoyé Witkoff avec ce plan en 28 points, les 4 documents. Peut-être même sans apporter aucune correction sur papier. Un peu plus tard, Peskov lui-même a commenté la situation. Il a dit que la formulation selon laquelle Poutine a rejeté le plan de paix américain était erronée. La Russie part du principe que les négociations avec les États-Unis se déroulent mieux dans le silence, a souligné Peskov. Moscou est reconnaissante envers Washington. Et encore des phrases générales sans concret. Ainsi, nous voyons que la percée, peut-être attendue par Zelensky, ne s'est pas produite. Il a été complètement ignoré dans l'ensemble. À partir d'une telle ignorance, il y a une probabilité extrêmement élevée que dans un avenir proche réapparaîtront de nouveaux scandales de corruption. Du moins, le président américain lui-même le laisse clairement entendre. Il a dit clairement et sans détour que les États-Unis ne participent plus au financement de l'Ukraine. Depuis le début de la guerre, l'Ukraine a reçu 350 milliards de dollars, dont une grande partie a été reçue en espèces. Les États-Unis ne donnent plus ni argent ni armes. Tout est vendu à l'OTAN contre de l'argent normal, et l'OTAN ensuite en dispose comme elle le souhaite. Eh bien, nous voyons que la situation évolue de la manière la plus défavorable du point de vue d'un règlement pacifique du conflit. De plus, la partie russe a rejeté l'idée d'une trêve du Nouvel An. C'est-à-dire que tout indique que les opérations militaires, du moins dans un avenir proche, vont se poursuivre. Passons maintenant à la ligne de contact militaire et voyons comment la situation a changé par rapport aux jours précédents. Et commençons par le secteur de Zaporijia, où l'armée russe intensifie ses opérations offensives en direction, très probablement, déjà même de la ville de Zaporijia. Aujourd'hui, arrive un grand nombre de diverses corrections et marqueurs depuis la localité de Stepnogorsk. Ici, de toute évidence, une percée de la ligne de front des forces armées ukrainiennes s'est produite, et actuellement les unités ukrainiennes sont coincées sur le territoire de la citadelle de Stepnogorsk. Voilà comment la carte a été corrigée ces derniers jours.
l'armée russe a déjà complètement encerclé Stepnogorsk. Cela, d'ailleurs, a également été confirmé par le chef d'état-major des forces armées de Russie. Il y a une forte probabilité que très bientôt l'armée ukrainienne, de toute évidence, tentera de se frayer un chemin en combattant vers le nord. Bien que percer depuis Stepnogorsk vers Veselyanka soit déjà pratiquement impossible. Ici, ce ne sont que des champs, terrains découverts, et percer est difficile. Plus simple, très probablement, de se rendre, mais nous observerons comment la situation évoluera. Et, bien sûr, compte tenu du fait que certains services cartographiques corrigent déjà la carte au-delà de Stepnogorsk et qu'un certain vecteur de mouvement se dessine globalement, on peut maintenant conclure avec certitude que l'armée russe, après le nettoyage complet de Stepnogorsk, commencera à avancer vers la localité de Lukianovka, ainsi que vers ce réseau de points d'appui. Remarquez combien de tranchées, de fossés, d'abris ont été creusés ici. Tout cela, l'armée russe va maintenant devoir le surmonter précisément dans cette direction, pour ensuite avancer vers l'est, en direction de la localité d'Oreshov, plus précisément, une frappe vers Oreshov depuis le nord-ouest. Ensuite, nous nous dirigeons vers le secteur est de Zaporizhia, d'où parviennent également des nouvelles depuis la zone de la localité de Gouliaï-Polé. Aujourd'hui, une fois de plus, la carte a subi des changements importants. Et nous voyons que le groupement de forces Vostok, plus précisément, le rythme d'avancée du groupement de forces Vostok, ne fait que s'intensifier. Voilà comment la carte, il est même difficile de dire d'où il faut remonter pour comprendre quand et comment les corrections ont eu lieu. Commençons par le 29 novembre. Nous voyons que le 29 novembre, la carte n'a subi aucun changement. Voilà comment la carte a été corrigée. Ces 4-5 derniers jours, l'armée russe a activement progressé vers Dobropilia, Varvarovka. Et aujourd'hui, arrivent déjà des informations sur le nettoyage complet de toutes les localités à l'est de Gouliaï-Polé. Ce sont les localités de Zelenigay et Tchervon. Concernant également Tchervon, cette information a été confirmée par le ministère de la Défense russe et cette vidéo a été publiée, où nous pouvons observer comment se sont déroulées les opérations militaires pour ce petit village situé à l'est de Gouliaï-Polé. Sur ces images, nous voyons des frappes de lance-flammes lourds, des frappes aériennes et bien sûr les drapeaux tricolores russes qui ont été hissés dans différentes parties de ce petit village. Sur la base du rapport du ministère de la Défense, de cette vidéo, ainsi que des rapports de divers experts, nous avons effectué une correction complète dans la zone de Tchervon. L'armée russe progresse activement vers la localité de Gouliaï-Polé. Et maintenant déjà, les unités de l'armée russe se sont approchées tout près de la route R85, de la localité de Varvarovka. Remarquez comment la carte a été corrigée. Et aujourd'hui, on peut déjà conclure que la distance entre les positions avancées de l'armée russe et la localité de Varvarovka ne dépasse pas 2 km. Dès demain, ou peut-être cette nuit, commenceront les opérations militaires pour cette localité. Bien qu'avant de continuer, j'aimerais rappeler et attirer votre attention sur la vidéo publiée hier par le groupement de forces Vostok sur les combats pour la localité de Dobropilia. Revoyons les images les plus importantes qu'il faut bien comprendre. Et sur ces images, nous voyons dans les premières secondes le survol d'un drone russe. Et voilà que les opérateurs russes de drones FPV nous éclairent la ligne de défense. Ce sont donc les premières images. Habituellement, les images concernant le nettoyage de telle ou telle localité sur le secteur de Zaporizhia commencent toujours par des frappes de bombes guidées ou de lance-flammes lourds. Mais ces images commencent précisément par l'analyse et la démonstration des ouvrages défensifs et d'ingénierie des forces armées ukrainiennes sur ce secteur. Donc, les premières secondes d'images, ce ne sont pas les territoires que l'armée russe a réussi à nettoyer dans les combats pour Dobropilia. Non, c'est cette ligne qui passe un peu à l'ouest de la rivière Gaïtchoul. Vous voyez, j'ai sur ma carte une ligne jaune et rouge. Voilà les points d'appui. Ce que nous avons vu dans les premières secondes, c'est précisément cette ligne de défense dont nous avons parlé à plusieurs reprises. Elle est très fortement renforcée. Ici se rassemblent maintenant de grandes forces des forces armées ukrainiennes dans le but d'empêcher la progression des unités russes plus à l'ouest. Et voilà maintenant sur cette, disons, ligne de défense que compte le commandement ukrainien, Zelensky lui-même, et là-bas, ils comprennent clairement que si l'armée russe réussit à percer cette ligne de défense, que nous pouvons observer encore une fois sur ces images, alors à partir de ce moment, nous pourrons officiellement parler du début des opérations militaires pour la ville de Zaporizhia, car ce ne sera qu'une question de temps avant que l'armée russe puisse s'approcher. Mais nous avons approximativement estimé,
Peut-être dans les 5 mois, l'armée russe pourra atteindre une ligne où sera déjà annoncée l'évacuation complète de la ville depuis l'agglomération de Zaporizhia. Aujourd'hui, l'armée russe a nettoyé Tchervon, progressé vers Varvarovka. Et bien sûr, les unités russes continuent de converger vers la partie nord-est et nord de Gouliaïpolé. De plus en plus d'images arrivent de cette localité et de ce secteur. Voici des images intéressantes qui ont été capturées par un opérateur russe de drone FPV qui effectuait une reconnaissance sur l'un des axes. L'importance et l'intérêt de ces images résident dans le fait qu'ici nous voyons, semble-t-il, un simple toit. Et qu'y a-t-il d'intéressant dans ce toit? Mais en réalité, ce n'est pas simplement un toit. C'est tout un aérodrome pour une unité, pour l'une des unités d'opérateurs de drones FPV. Remarquez seulement sur cette image. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ce que j'ai pu compter. 7 drones sont posés sur le toit et attendent leur tour pour décoller et voler vers les positions ukrainiennes ou russes. Peut-être qu'ici, c'est, disons, une piste de décollage pour les opérateurs de la partie ukrainienne ou russe. Difficile à dire, je ne vais pas me précipiter pour l'instant. Ce sont donc des images cruciales qui montrent comment change maintenant la nature des opérations militaires, comment l'approche change globalement. Aujourd'hui, voilà un tel aérodrome, un opérateur qui lance tour à tour ses drones, ne fait que changer, et quelqu'un d'autre sur le toit leur change essentiellement les batteries ou d'une autre manière pour remplacer, préparer, et le drone suivant s'envole. De telles images nous parviennent précisément du secteur de Zaporizhia. Cela montre globalement cette intensité des opérations militaires et ces difficultés auxquelles font face les unités russes. D'ailleurs, également ces jours-ci est discuté un nouveau plan de certains commandants ukrainiens, dont l'essence consiste à saturer au maximum la ligne de front d'opérateurs de drones FPV, ainsi que d'un grand nombre de ces drones, pour que ce que nous venons d'observer sur le toit se produise le long de toute la ligne de front. Et le commandement ukrainien estime que cela peut permettre de ralentir l'avancée et la progression de l'armée russe. Ensuite, nous nous dirigeons vers le secteur de Pokrovsk. Aujourd'hui arrivent de là de petites corrections, de plus en plus d'informations sur Myrnograd. Je rappelle que selon les dernières données, sur le territoire de Myrnograd sont bloqués environ 2000 soldats ukrainiens sans la moindre chance de sortir de l'encerclement. Sur les positions des forces armées ukrainiennes, l'armée russe porte régulièrement des frappes de bombes guidées. Et nous voyons qu'en réalité la situation ici est très difficile. Aujourd'hui, certaines sources rapportent un niveau très élevé de pertes sanitaires. Sortir, s'échapper de l'encerclement est impossible. Et le plus intéressant, c'est que pour une raison quelconque, les unités ukrainiennes du territoire de Myrnograd, de toute évidence, ou du moins ce n'est pas rapporté ouvertement, ne prennent pas contact pour entamer des négociations sur les questions de reddition. C'est-à-dire que pour une raison quelconque, ils restent à Myrnograd et ne prennent pour l'instant aucune décision à ce sujet. Peut-être y a-t-il des menaces, y compris de la part du commandement ukrainien. Également depuis 2 ou 3 jours consécutifs, l'armée russe attaque activement le territoire de la localité de Gritchino. C'est, disons, déjà la première localité dans la zone de Pokrovsk, située au nord. Bon, nous ne parlons pas de Rodanskoye, nous parlons précisément de, disons, l'hémisphère nord-ouest. Les unités russes progressent activement, avancent vers les localités de Vassilievka, Novo-Alexandrovka. Ici, bien sûr, l'objectif, atteindre l'espace opérationnel qui commence immédiatement après Gritchino, et déjà avancé en profondeur dans la région de Donetsk. Également, peut-être, avec une incursion sur le territoire de la région de Dnipropetrovsk. Également, l'armée russe attaque activement sur le secteur de Dobropol. En fait, la contre-offensive ukrainienne s'est terminée quelque part mi- ou début novembre 2025. Et depuis ce moment, l'armée russe, après un court regroupement, a commencé à restaurer les positions qui avaient été perdues d'août 2025 à mi-novembre 2025. Aujourd'hui, arrivent déjà des informations selon lesquelles l'armée russe a pratiquement réussi à restaurer complètement le contrôle sur la route de Novaya Chakhtova. Certains experts affirment que Novaya Chakhtova est déjà sous le contrôle de l'armée russe. Également, les unités de l'armée russe améliorent leur position le long de la voie ferrée entre Dorozhnyansk et Rodanskoye. Les unités russes continuent également d'assaillir la localité de Sofievka. Ensuite, nous nous dirigeons vers le secteur de Siversk, d'où arrivent probablement les nouvelles les plus importantes de la journée qui s'achève. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, la carte a subi des changements importants précisément au sud et au sud-ouest de la localité de Siversk.
Et également de ce secteur, comme vous le voyez, a été publié un nombre énorme d'images de frappes de drones FPV sur les positions des forces armées ukrainiennes. Alors, que s'est-il passé sur ce secteur au cours de la journée qui s'achève? Les images les plus importantes aujourd'hui arrivent du territoire de la localité de Sviatopokrovsk. Ces images ont été publiées par la partie russe. Et sur ces images, nous pouvons clairement observer un combattant russe qui, de toute évidence, effectue le nettoyage d'un sous-sol dans la partie sud-est de la localité de Sviatopokrovsk. Peut-être propose-t-il aux soldats ukrainiens de se rendre, peut-être mène-t-il un dialogue, peut-être essaie-t-il de contrôler, mais globalement quelque chose se passe précisément dans ce secteur. Ce point, ce bâtiment a pu être géolocalisé précisément dans la zone de cette structure. Le combattant russe proposait, de toute évidence, aux soldats ukrainiens de se rendre. Et ces images nous font clairement comprendre, que l'armée russe progresse déjà activement dans Sviatopokrovsk même. Et sur la base de ces images, ainsi que sur la base des corrections de divers services cartographiques, nous avons effectué la coloration dans ce secteur. Et maintenant, nous voyons que Siversk, la ville de Siversk, a complètement perdu le contrôle sur la route T-0513. L'artère d'approvisionnement cruciale a été perdue lors de l'avancée des unités russes. Nous voyons également que le territoire, c'est-à-dire les champs entre la branche sud et la branche nord de la route T-0513, se trouve sous le contrôle total du feu des forces armées russes avec l'utilisation de drones FPV, ce qui nous indique que les pertes actuelles des forces armées ukrainiennes sur le territoire de Siversk sont extrêmement élevées. Et, très probablement, le rythme d'avancée, de nettoyage de Siversk ne fera qu'augmenter chaque jour. Sur le secteur de Lyman, il y a une petite correction dans la zone de la localité de Drobichevo. Mais avant cela, certains cartographes, je vous le rappelle, hier ont fait des colorations sur la base du matériel vidéo publié par la partie ukrainienne, à la suite duquel, à la suite d'une contre-attaque, le nettoyage de la localité de Stavki s'est produit. Et aujourd'hui, selon divers experts, nous faisons une correction sur la carte, coloriant la localité de Stavki entièrement en zone grise, parce qu'il y a déjà des publications sur la contre-attaque. Bien que nous pensions que, très probablement, c'était une contre-attaque médiatique, comme dans la zone de Kupiansk, pour que Zelensky ait au moins quelques cartes fortes, peut-être, pour les négociations avec Witkoff. Cependant, les négociations n'ont pas eu lieu, donc, de toute évidence, dans un proche avenir, l'armée ukrainienne se retirera de Stavki en direction de Lyman. Il y a également une correction déjà dans la partie est de la localité de Drobichevo. Nous ne regarderons pas cette vidéo car elle contient beaucoup de violence. Mais sur les images, nous pourrions observer comment les unités russes assaillent la partie est de la localité de Drobichevo et progressent en profondeur dans la localité. C'est-à-dire que nous voyons que, peut-être, les opérations militaires pour Drobichevo entrent dans une phase finale, une certaine phase finale. Ensuite, nous nous dirigeons vers Volchansk. Aujourd'hui, de ce secteur également sont publiées, arrivent de petites corrections. Ici, l'armée russe est déjà clairement sortie des limites urbaines, de la frontière de la ville de Volchansk, et maintenant progresse activement dans les champs en direction de la localité de Bely Kolodez. Également aujourd'hui arrivent déjà des informations selon lesquelles l'armée russe a réussi à nettoyer au moins 20% de la localité de Volcha, et l'armée russe continue d'avancer plus loin en direction sud. À partir des rythmes actuels d'avancée, on peut conclure que la localité de Volcha dans un proche avenir, ainsi que la localité de Lyman, passeront sous le contrôle des forces armées russes. Ce sera déjà pratiquement l'accès à l'espace opérationnel et le début de l'avancée vers Bely Kolodez. Et c'est tout, chers amis.